On va poursuivre cette session et on va passer dans les cholestases génétiques en particulier on vous propose une vision un peu de l'enfance à l'âge adulte, du déficit en MDR3 avec une intervention pédiatrique, plutôt pédiatrique que je vais vous faire, et puis Sarah Lemoine complétera pour les atteintes à l'âge adulte des déficits en MDR3. Mon intitulé, donc devenir des patients atteints de déficit sévère en MDR3, donc ces patients qui souffrent d'une PFIC3, avec rôle du génotype et du traitement par acide urso-désoxycholique. Donc voilà mes conflits d'intérêts. Je mentionne juste que Vivette a participé à l'étude que je vais vous montrer, nous a soutenu financièrement pour cette étude. Alors, bon, je sais que dans la salle, vous êtes déjà très à l'aise avec la sécrétion biliaire, mais pour les rares personnes qui sont un petit peu moins à l'aise, je vous rappelle qu'il y a dans la bile des composants lipidiques qui sont constitués d'acide biliaire, de phospholipides et de cholestérol, que ces trois composants lipidiques sont sécrétés au pôle canaliculaire de l'hépatocyte par le biais de transporteurs de la famille ABC. Voilà, vous avez ici les trois transporteurs qui vont assurer la sécrétion des acides biliaires, des phospholipides et du cholestérol. Vous savez que ces lipides s'agencent sous forme de micelles qui permettent à la fois la solubilisation du cholestérol et protègent aussi les membranes plasmiques de la toxicité intrinsèque des acides biliaires qui sont des détergents. Et beaucoup d'entre vous sont aussi à l'aise avec ce diagramme qui... D'accord. qui montre la solubilité, on va dire, du cholestérol en fonction des proportions d'acide biliaire, de phospholipides et de cholestérol. Et donc, vous avez ici la zone dans laquelle ces lipides s'agencent sous forme de micelles parfaitement bien agencées avec du cholestérol soluble et des acides biliaires pas toxiques. Et quand on sort de cette zone, en particulier quand on diminue le taux de phospholipides, puisque le transporteur MDR3 est le transporteur des phospholipides, hein, donc on voit qu'on rentre dans une zone où il peut y avoir des cristaux de cholestérol. On peut aussi avoir des cristaux de cholestérol quand on augmente le taux de cholestérol dans la bile, et ça fait partie des discussions qu'on a parfois, notamment avec Christophe, sur est-ce que quand on a des calculs de cholestérol, on a forcément un LPAC. Non, on peut avoir des calculs de cholestérol, soit parce qu'on n'a pas assez de phospholipides, soit parce qu'on a trop de cholestérol. Et il y a des LPAC qui ne sont pas liés à des déficits en MDR3 et qui en fait ne sont pas des LPAC, mais non pas des low phospholipides associés à cholélytiase, mais des high cholestérol associés à cholélytiase. Donc voilà les éléments de contexte sur la sécrétion biliaire et en particulier le rôle des phospholipides. Et donc, avec ces éléments en tête, on comprend assez bien la physiopathologie du déficit en MDR3. Défaut de transport, donc des phospholipides. La bile et les lipides biliaires ne s'agencent pas en micelles et on a une sorte de bile toxique, et en fait avec une toxicité sur les voies biliaires. Donc c'est en fait une sorte de cholangiopathie d'origine hépatocytaire, hein, puisque la sécrétion des phospholipides est faite par l'hépatocyte. Donc tout ça va donner des lésions biliaires, avec un relargage de la gamma-GT, donc c'est donc une PFIC à gamma-GT élevée. Il y a un risque lithiasique dont on vient de parler qui peut rajouter contribuer à la cholestase. Et donc on a des patients qui ont des fibroses biliaires avec la prolifération cholangiolaire, des signes d'obstacle, une cholangiopathie. Et l'exposition des voies biliaires à cette bile toxique participe probablement au risque important de cholangiocarcinome chez ces patients.
Alors, l'idée de l'intervention d'aujourd'hui, c'est de vous familiariser un petit peu avec le spectre phénotypique des déficits en MDR3, puisqu'en fait, ces déficits peuvent être responsables, on l'a dit, de calculs, de syndrome LPAC, de cholestase gravidique, de cholestase aux contraceptifs oraux. Il y a maintenant beaucoup de données qui suggèrent que les déficits partiels ou monoalléliques en MDR3 contribuent aussi à de la fibrose, voire de la cirrhose de l'adulte, soit en monofactoriel, soit en tout cas comme facteur favorisant. Et puis, la forme pédiatrique la plus sévère, c'est la PFIC3 dont je vais parler. Et en fait, l'expression phénotypique va dépendre d'une part du nombre d'allèles mutés. C'est sûr que si on a les 2 allèles mutés, a priori, ça va être plus grave. Et puis aussi, on va le voir, de la sévérité de chacune de ces mutations. Et tout ça, finalement, va déterminer la fonction résiduelle de transport des phospholipides et qui, vraisemblablement, est en fait l'élément qui détermine le pronostic. Alors, qu'est-ce qu'on sait donc de ces déficits sévères en MDR3 ou PFIC3 ? On sait depuis longtemps que ce sont des enfants qui se présentent avec un ictère, une hépatosplénomégalie, une cirrhose de l'hypertension portale, de la décoloration des selles et un prurite qui apparaît en général dans les premières années de vie. Que l'évolution le plus souvent est vers la cirrhose, l'hypertension portale, l'insuffisance hépatique avant l'âge de 20 ans. Il y a des données qui montrent que l'acide ursodesoxycholique peut améliorer les symptômes et la biologie hépatique chez certains patients. Il y a des études qui suggèrent une tendance à une corrélation génotype-phénotype, mais finalement l'impact du traitement par urso et l'impact de la sévérité du génotype sur le devenir à long terme de ces patients, et en particulier sur la constitution d'une cirrhose et la survie avec natif, tout ça est assez mal connu. C'est pour ça qu'on a fait cette étude qui visait à répondre à ces questions. Et donc, c'est une étude rétrospective. On a inclus tous les patients avec une PFIC3 suivis dans le service entre 1986 et 2021. Le critère d'inclusion, c'est qu'il fallait avoir une PFIC3 prouvée sur le plan moléculaire avec deux patients, avec deux identifications d'un statut biallélique pour des variants pathogènes d'ABCB4. À partir de 1988, les patients ont été traités par acide ursodesoxycholique à la dose pédiatrique. Chez nous, c'est 600 mg mètre carré jour. Et puis, on a recueilli toutes les données phénotypiques, radiologiques, y compris les données cholangiographiques, l'histologie, y compris les immunomarquages MDR3, les données biochimiques, y compris les analyses de bile. Et puis, on s'est attaché à caractériser l'apparition d'une cirrhose, soit prouvée sur le plan histologique, soit sur la base de l'existence de signes d'hypertension portale. On a recueilli les transplantations, les décès. Et puis, on a classé les génotypes en 3 catégories. Les génotypes mild avec deux variants faux sens, les génotypes sévères, aucun variant faux sens, et puis un génotype modéré, intermédiaire chez des patients qui avaient un variant faux sens. Donc trois classes de génotypes. Et on a aussi, un peu comme vous faites chez les adultes pour les réponses biochimiques dans les CBP et les CSP, on a aussi défini une réponse biologique à l'URSO, soit une réponse positive ou complète, et donc là c'est la normalisation des tests hépatiques, soit une réponse partielle, donc une amélioration sans normalisation, et quand il n'y a pas d'effet sur la biologie, les patients ont été considérés comme non répondeurs à l'URSO. Alors, on a recueilli 38 patients issus de 33 familles, et premier élément en guise un peu de teaser vis-à-vis du topo de Sarah, on a quand même recueilli, c'est une étude rétrospective, hein, donc il y a des limites, des données manquantes, des données non recueillies, mais malgré cette limite, on a quand même identifié au sein de 20 familles sur 33 des événements médicaux compatibles avec un déficit en MDR3, un déficit monoallélique, hein, parce que les parents sont
transmettre forcément, et donc ils ont des frères et sœurs, qui sont les tantes des enfants, les grands-parents, etc. Et donc, vous voyez le cortège de manifestations, des PFIC3, des patients qui n'ont pas pu être inclus dans l'étude parce qu'on n'avait pas la preuve génétique chez ces patients, des cholestases gravidiques, des maladies lithiasiques, des cholangiocarcinomes, des carcinomes hépatocellulaires et des cirrhoses inexpliquées. Et donc, on se rend bien compte du retentissement des variants, même monoalléliques, de MDR3. Alors, comme je vous disais, tous les patients avaient un diagnostic moléculaire. On a identifié 41 variants pathogènes, donc classe 4 ou 5. Il y avait 22 patients homozygotes et chez ces 22 patients, une consanguinité parentale était connue chez 18 d'entre eux. Donc on a une bonne moitié de patients homozygotes, vraisemblablement avec un certain degré de consanguinité familiale. Concernant les génotypes, donc 11 génotypes sévères, donc je vous rappelle, absence de variant faux sens, 11 génotypes mild, donc 2 variants faux sens, et 7 génotypes intermédiaires, modérés, un variant faux sens. Et donc, in fine, ça fait 27 patients qui avaient au moins un variant faux sens. Alors, comment se sont présentés ces patients ? Rétrospectivement, les symptômes ont débuté à un âge médian d'un peu moins d'1 an, mais 5 patients ont eu des manifestations après l'âge de 10 ans, dont un qui s'est présenté d'emblée à l'âge adulte. Les patients ont été pris en charge dans le service à un âge médian de 3,3 ans, donc plus de 2 ans après les premiers symptômes. Et 3 patients ont été référés après l'âge de 15 ans pour des présentations maladies lithiasiques ou cholestase sous contraceptifs oraux et même cholestase gravidique. Concernant les symptômes, une grande majorité des patients avaient une hépatomégalie, un prurite, une splénomégalie qui s'intègre dans l'hypertension portale. Un petit tiers des patients étaient ictériques. Et un certain nombre d'entre eux avaient en plus une histoire d'ictère néonatale transitoire et quelques patients présentaient des décolorations des selles. Concernant la biologie, tous les patients avaient une biologie anormale au diagnostic. Et vous voyez, les alates médianes étaient à 180 et vous avez les ranges à côté, la gamma GT médiane à 230. La bilirubine était augmentée chez 28 patients. Et les acides biliaires sériques au diagnostic ont été mesurés chez 14 patients. Et chez ces 14 patients, ils étaient augmentés avec une valeur médiane à 92 micromoles par litre, ce qui est une valeur relativement faible pour nous pédiatres quand il s'agit de PFIC, parce que les PFIC à gamma GT normale, c'est plutôt au-delà de 150 micromoles par litre. Donc des acides biliaires élevés, mais un peu moins élevés que ce qu'on observe dans les PFIC gamma GT normale. 29 patients ont bénéficié d'une biopsie au diagnostic qui a montré une cirrhose d'emblée chez 10 d'entre eux, une fibrose significative au moins F3 chez 10 autres patients. Les signes de prolifération ductulaire étaient observés chez la majorité des patients. L'inflammation chez un peu moins de la moitié et une cholestase chez à peu près un tiers des patients. L'immunomarquage MDR3 a pu être effectué chez 23 patients. Il était absent chez 9 patients, diminué chez 9 autres patients et normal chez 5. On a pu également réaliser des cholangiographies chez 24 patients, qui étaient normales chez la grande majorité d'entre eux, mais on a quand même identifié 3 patients qui avaient des lésions de cholangite sclérosante secondaire, ce qui jusqu'à maintenant faisait pas partie du phénotype des déficits en MDR3, chez qui on disait que l'arbre biliaire était normal en dehors des manifestations lithiasiques. Et chez 13 patients, on a pu faire une étude des lipides biliaires, acide biliaire, cholestérol, phospholipides, et vous voyez que le taux de phospholipides sur les lipides biliaires totaux, qui normalement est entre 19 et 24%, était diminué chez tous les patients.
donc confirmant sur le plan, on va dire, fonctionnel et physiologique, le déficit en MDR3. Alors, comment ont évolué ces patients? Donc, on a un âge médian au dernier suivi qui est d'à peu près 20 ans, une durée médiane de suivi d'un peu moins de 15 ans. 27 patients ont évolué vers la cirrhose, donc quasiment les 3/4. Une cirrhose qui a été observée à un âge médian de 8,1 ans. 18 patients sur 38 ont été transplantés à un âge médian de 8 ans et demi. 6 d'entre eux ont été retransplantés. 3 patients sont décédés, tous des patients transplantés, soit de cancer, pas forcément en lien avec la transplantation d'ailleurs, et un patient est décédé en cours de retransplantation. Maladie lithiasique chez plus d'un tiers des patients, des cholecystectomies, des cholestases sous-ostroprogestatifs. Quand même 2 patientes qui ont eu 10 grossesses, qui ont donné lieu à la naissance de 8 enfants en bonne santé, mais 9 cholestases gravidiques, et malgré un traitement par acide urso-désoxycholique pas forcément toujours bien pris, mais au cours de la majorité de ces grossesses, un patient a présenté un carcinome hépatocellulaire et on n'a pas observé de cholangiocarcinome dans cette série. Donc, s'agissant de la mise sous UDCA, donc 31 patients sur 38 ont été traités par URSO, avec 50% de réponses positives, donc normalisation de la biologie, et un tiers de patients avec une réponse négative, et le reste avec une réponse partielle. Et on a pu, au cours de ces différentes années, faire des épreuves d'arrêt de traitement par AUDC. Donc ça, c'est au tout début, quand on mettait le traitement par URSO. Je n'étais pas encore tout à fait là, hein, mais on faisait une épreuve d'arrêt pour se convaincre que l'amélioration biologique était liée au traitement, et donc c'était le cas, et on a pu observer des patients avec mauvaise observance et chez qui, quand on redresse un peu la barre et qui reprennent leur traitement, les anomalies qui avaient disparu et qui étaient revenues pendant les périodes de mauvaise observance disparaissaient à nouveau. Bref, autant d'arguments pour penser que ces améliorations de la biologie hépatique sont en rapport avec le traitement par l'acide urso-désoxycholique. Alors, voilà une vision un petit peu des différents groupes et de l'évolution. Donc, 3 groupes de génotypes, 11 patients avec un génotype sévère, 7 avec un génotype modéré et 20 avec un génotype léger. 11 patients qui avaient une cirrhose au moment où ils ont été pris en charge. La mise sous traitement par acide urso-désoxycholique, et l'évolution donc vers la cirrhose pour 27 d'entre eux, et les données de transplantation avec 18 patients transplantés. Donc si on regarde le groupe des patients avec un génotype sévère, 2 cirrhoses au diagnostic, ces 2 patients, je vais résumer pour aller plus vite. En gros, génotype sévère égale évolution vers la cirrhose dans 100% des cas, égale transplantation dans 100% des cas, et égale absence de réponse au traitement par acide urso-désoxycholique dans 100% des cas. Donc c'est vraiment le caricatural. Pour ceux qui ont un génotype modéré, vous voyez qu'il y avait 5 patients qui avaient une cirrhose au diagnostic, et 2 patients non cirrhotiques. Un patient non cirrhotique est devenu cirrhotique. Il sera répondeur à l'URSO partiellement, mais en fait, il a évolué vers la cirrhose avant que l'URSO ait été débuté. Donc, sur ces 6 patients cirrhotiques, 3 sont transplantés, et 3 sont transplantés. Parmi eux, des patients non traités par l'URSO, un patient qui ne répond pas et un répondeur partiel, et 3 ont une cirrhose sans transplantation, et tous sont des répondeurs à l'URSO. Le patient non cirrhotique est un répondeur partiel à l'URSO. Quand on regarde les génotypes mild, 4 patients cirrhotiques et 16 non cirrhotiques au diagnostic.
6 patients vont passer de no-cirrhose à cirrhose, et parmi eux, 50% sont des répondeurs à l'URSO. Et parmi les cirrhotiques, 4 transplantés, que des patients soit non traités, soit non répondeurs à l'URSO. Ceux qui répondent à l'URSO, que ce soit positivement ou partiellement, et qui ont une cirrhose, sont en vie avec leur foie natif. Et parmi les non-cirrhotiques, on n'a que des patients répondeurs au moins partiels à l'acide urso-désoxycholique. Donc, si on regarde maintenant un peu plus en détail, on s'aperçoit que les patients avec un génotype sévère ont un âge au premier symptôme qui est plus faible que celui des 2 autres groupes, ont un âge à la transplantation qui est plus faible que les autres groupes, un taux de transplantation qui est évidemment plus élevé avec 100% de patients transplantés. Voilà les principaux éléments. S'agissant de l'immunomarquage MDR3, les patients avec un génotype sévère, quand ils ont un immunomarquage qui a été effectué, il est négatif, ce qui était attendu pour des variants stop ou dépistage. Et les patients avec des génotypes modérés ou sévères avaient soit un immunomarquage négatif, soit diminué. Et pour les mild, il y a quand même 5 patients avec un immunomarquage normal, ce qui veut dire que les mutations ne sont pas responsables d'un défaut de trafic de la protéine, mais plutôt d'un défaut de fonction de la protéine, ce qui peut avoir des conséquences sur les éventuelles thérapeutiques qu'on pourrait leur proposer. Et vous voyez aussi le pourcentage de phospholipides dans la bile, 3,8 chez les patients sévères versus 16,3 et 8,6 dans les autres groupes. Donc, c'est des patients qui ont un taux de phospholipides qui est aussi plus bas dans la bile. Alors, si on regarde maintenant les données de survie en fonction du génotype, on constate que les patients avec un génotype sévère ont à la fois une survie sans cirrhose et une survie avec foie natif qui est significativement moins bonne que celle des 2 autres groupes qui ne sont pas différentes entre elles. Si on regarde l'impact de la réponse au traitement par acide urso, on constate que les non-répondeurs se comportent comme les non-traités avec une survie sans cirrhose significativement plus faible et une probabilité de survie avec foie natif significativement plus faible que les patients qui vont répondre à l'URSO, que ce soit les répondeurs partiels ou les répondeurs totaux. Donc je vous ai montré que le taux de phospholipides était plus faible chez les patients avec des génotypes sévères, et en fait on a identifié un cut-off de 6,9% de phospholipides dans la bile qui va prédire de manière assez performante la capacité du patient à répondre à l'acide urso-désoxycholique. Donc, pour conclure sur cette étude et ce volet pédiatrique, donc, on confirme que la PFIC3 est une maladie grave, 71% de patients cirrhotiques, une hypertension portale importante chez ces patients. Je n'ai pas eu le temps de discuter de la prise en charge de l'HTP, mais on pourra le faire pendant la pause si vous voulez. 45% de patients transplantés. On a clairement identifié que les patients qui avaient un ictère prolongé avaient un mauvais pronostic, ce qui n'est pas très surprenant. On démontre bien des corrélations génotype-phénotype, et je trouve qu'on démontre bien aussi l'impact de la réponse à l'acide urso-désoxycholique sur le pronostic. Et donc finalement, les patients avec au moins une mutation faux-sens, un immunomarquage MDR3 normal ou diminué, un ratio de phospholipides sur les acides biliaires totaux dans la bile supérieur à 6,9%, ont plus de chances de répondre à l'acide urso-désoxycholique et de survivre sans cirrhose et de survivre avec leur foie natif. Donc voilà pour cette étude qui a été publiée dans JAP Report il y a quelques mois.